Bonjour, je me présente, Robert Dobré, du groupe BPCE. Donc une petite présentation rapide de notre groupe. Le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, c'est le deuxième groupe bancaire français. Donc avec deux réseaux, le réseau des banques populaires et le réseau des caisses d'épargne. Chacun a son éditeur, donc IBP dans lequel je travaille, et puis TCE. Et ces deux éditeurs de solutions pour les deux réseaux s'appuie sur un infogéreur commun, présenté par Kamel Ouassaïd, qui s'appelle BPCE, Infogérance et Technologie. Et à IBP, je suis adjoint au responsable de tout ce qui est industrialisation et méthode, donc tous les outils de développement et les pratiques associées. Donc sur les enjeux du DevOps vus pour IBP, les enjeux associés à tout ce qui est déploiement et tout ce qui est installation, c'est livrer plus vite, livrer plus souvent et contenir, voire réduire les coûts. Et dans les leviers identifiés pour répondre à ces enjeux, c'est une des réponses, c'est le pipeline de déploiement continu, et qu'a très bien introduit Benoît Mousseau. Donc c'est à la fois un outil d'orchestration qui va permettre d'enchaîner d'une façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace l'ensemble des tâches qui font un déploiement. Et pour nos déploiements, commence en fait à la fin du développement, où on part de Git avec toutes les sources, passe par des phases d'intégration continue, compilation, calorimétrie, enchaîne sur des phases où on va mettre au point l'application, donc déploiement sur les différentes applications, recettes, qualifications, pré-production, test plus ou moins automatisé, et puis déploiement en production. Et donc très clairement, les enjeux, ce qu'on attend effectivement, les outils d'orchestration et les outils d'installation, installation XL Deploy et orchestration XL Release, sont liés effectivement à la rapidité. Donc je vais passer la parole à Bruno Cerisier, qui va vous donner le détail des travaux qu'on a pu faire autour des deux produits. Bonjour à tous. Bruno Cerisier, Société IBP. Mon rôle est d'accompagner les projets dans l'amélioration continue de leur industrialisation. Donc je vais vous rapporter ce que nous avons appris et gagné avec les outils de Xebia Labs. Alors pourquoi Xebia Labs ? C'est Natixis, autre entité du groupe BPCE, qui a ouvert le bal en décidant dès 2015 de déployer cette solution pour ses propres besoins. Compte tenu des enjeux présentés par Robert à l'instant, on s'est évidemment intéressé à cette solution pour voir si elle ne pouvait pas convenir à nos besoins. Et donc on s'est essayé sur 8 périmètres de juin 2015 à juin 2016 pour voir si la promesse était tenue. Et elle est tenue. On a eu des gains significatifs tant en fréquence qu'en succès des installations. Donc on s'y prenait à moins de reprises et on refaisait moins dans les installations. Et puis, fait important aussi, les opérationnels, les utilisateurs responsables des installations ont plébiscité le produit. Donc tout naturellement, en juillet 2016, la solution est devenue une solution groupe. On l'a acheté au titre du groupe entier BPCE. On a automatisé l'intégration continue, on a amené les tests automatisés, le déploiement automatisé. La suite logique, c'est de passer à l'automatisation de l'orchestration, d'où l'ouverture du dossier XL Release pour voir comment encore avancer plus. On était très satisfait de l'outil XL Deploy. Sur le papier, et pas que sur le papier, cet outil s'intégrait très bien avec nos outils. Donc on a décidé de lancer 3 POC l'été 2016. Donc dernier, avec des gains prometteurs sur les aspects délai et fréquence. Et puis on avait déjà des opérationnels qui nous disaient beaucoup de bien. Et si on en doutait encore, Xebia Labs est placé dans le Magic Quadrant du Gartner Group dans les leaders. Donc on est parti très confiant. Alors découvrons un petit peu ces outils pour mettre un peu de consistance. Voici une copie d'écran d'XL Deploy où vous avez sur la partie gauche le choix des packages à installer. La partie droite, les environnements cibles dans lesquels on les place. Sur la partie centrale, on va voir le détail de ce qui va se passer, quels sont les objets qui vont arriver sur quels composants. On peut même tester la séquence avant de la déclencher en faisant un preview, et on fait un go. Donc celui qui installe choisit son package, l'environnement cible, et fait execute. Évidemment, une fois exécuté, on a accès à la traçabilité complète de ce qui s'est passé et on en a d'ailleurs eu besoin de consulter une release qui s'est passée il y a plusieurs mois pour comprendre pourquoi quelque chose ne fonctionnait pas et on avait vu effectivement qu'il y avait eu un échec qui n'avait pas été traité.
Donc le bilan de la partie XL Deploy, donc on l'a testé sur 14 applications, dont 50%, on a été jusqu'à la mise en production par XL Deploy. Ça a touché 80 utilisateurs, tant d'un point de vue dev que d'un point de vue Ops. Et on a effectué à ce stade, en 6 mois, 3000 déploiements. Le terrain nous dit beaucoup de bien de ce produit. Si on leur a posé un certain nombre de questions, est-ce que vous le recommanderiez à vos collègues? Oui, à 100%. On leur a soumis un certain nombre de questions en disant est-ce que vous vous reconnaissez dans ces expressions pour expliciter ce que vous pensez d'XL Deploy. 75% nous disent je peux déployer plus rapidement. 70% je peux déployer plus souvent et plus facilement. 40% j'ai une meilleure visibilité du travail des autres équipes. Ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, donc cadeau bonus. 35% nous disent la mise en œuvre est facile. Le déploiement étant une discipline qui n'est pas forcément facile, le score est plutôt honorable. En termes de ROI, on a divisé par 6 le délai d'un déploiement en moyenne. On a augmenté de 50% nos fréquences de déploiement, donc ça nous a donné des marges de manœuvre sans surcoût pour accélérer. Et puis on a amorti l'investissement concédé pour mettre en œuvre ces solutions-là dans l'année. Donc on récupère dès l'année suivante l'investissement. Et nos déploiements sont plus fiables. Ça va sans dire. Passons à XL Release. Donc ici, vous avez un template qui décrit finalement l'enchaînement d'une release. Qu'est-ce qu'on fait, toutes les étapes pour amener l'application jusqu'à mise en production, classement du packaging, les recettes, des tests de performance, de la pré-production, la production. Donc vous avez l'enchaînement des phases à l'écran et à l'intérieur, les tâches qui permettent de les réaliser. Donc je vous propose de parcourir ce scénario pour découvrir, mettre un peu d'exemples sur ce dont on parle. Donc sur ce template, la première étape consiste à aller récupérer dans Jira la liste des évolutions de la semaine. Donc les projets dans le référentiel Jira, place les évolutions terminées dans la colonne prêt à déployer pour dire ces évolutions par cette semaine. Donc c'est une évolution sur un établissement bancaire. Donc la suite, ça a été de calculer automatiquement les établissements que nous allons livrer, sachant que d'une semaine à l'autre, c'est finalement pas toujours les mêmes établissements bancaires que nous allons livrer. Donc on le calcule à partir de ces tickets pour dire quelles sont les applications que nous allons fabriquer cette semaine et déployer jusqu'à la production. Ensuite, on voit une première étape manuelle qui demande au responsable de la release de confirmer cette liste. Pour une raison ou pour une autre, peut-être que Jira n'est pas à jour, peut-être qu'il y a d'autres informations à côté où il faut compléter ce qui est proposé. Donc on lui demande son avis. Donc une action manuelle dans XL Release, c'est un mail qui est envoyé à la personne qui en est responsable, qui dispose d'un lien pour revenir sur l'outil et faire avancer la release en répondant à la question. Donc on a l'écran où le release manager va dire « Ok, c'est bien ces établissements, on y va ». Un petit peu loin dans la release, on a une nouvelle tâche automatisée qui s'appelle Jenkins, donc l'outil d'intégration continue qui nous permet de compiler, packager l'application destinée à être déployée. Donc on appelle le robot Jenkins pour faire ces fabrications. L'étape suivante, on va déployer une brique transverse. Donc là, on appelle XL Deploy pour lui demander de déployer la brique transverse dans l'environnement mise au point. Après, si vous m'avez bien suivi, tout à l'heure on a dit qu'on a des évolutions qui sont sur des établissements qui ne sont pas les mêmes d'une semaine à l'autre. Donc on a besoin d'une certaine dynamique en termes d'installation. Et ça c'est une des puissances de l'outil, c'est de pouvoir créer à la volée des tâches d'installation en fonction de variables qui ont évolué dans la release. Donc ici, autant de tâches d'installation que d'établissements bancaires. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais c'est pour vous illustrer ce qu'on est capable de faire. Donc on a un enchaînement de tâches automatisées où on délègue aux automates le travail et des tâches manuelles où on demande à un acteur humain d'agir dans la release. Une fois qu'on a exécuté tout ça, on va pouvoir progresser en regardant ce qui s'est passé à l'échelle d'une release. Donc là, on a une release qui s'est déroulée et pour chacune des tâches, on a les délais les réels qui ont été opérés. On a d'autres vues tout aussi intéressantes dans le Gantt qui permettent d'identifier très vite les tâches qui ont un délai plutôt long et de décider ensuite de travailler comment on peut réduire ces délais. Je vous fais grâce du détail pour passer à la suite. Autre graphe intéressant, c'est de faire des analyses inter-release. On est capable de filtrer sur un ensemble de releases, par exemple pour une application donnée, pour obtenir un certain nombre d'informations, le délai moyen d'une release, le niveau d'automatisation, les tâches les plus longues, les phases les plus longues, et donc d'identifier ce qui est structurellement long et savoir identifier très vite les tâches sur la prochaine étape d'amélioration sur lesquelles on va travailler.
Donc en termes de bilan, on a testé XL Release sur 3 organisations différentes. Parfois, sur certaines applications, le responsable de livraison est le projet en lui-même. Parfois, c'est une structure transverse. Sur certaines applications, l'application est autonome, on peut la pousser toute seule. D'autres, elle fait partie d'un agrégat plus complet. Vous connaissez peut-être dans vos écosystèmes un ER monolithe qui embarque toutes les applications du SI. Donc il y a aussi ce cas-là. Et puis des automatisations, parfois sur des outils standards, parfois sur des outils spécifiques. Voilà. Donc on l'a testé sur 30 utilisateurs. Donc que nous dit le terrain? La première réaction, le processus, on le voit enfin dans son ensemble, on est transparent. Enfin, je vois ce qui se passe en amont et en aval et on peut discuter tous ensemble, les devs et les ops. 2, c'est un allié de l'amélioration continue dans le sens où le template que je vous ai montré, c'est pas moi l'expert méthode ou un consultant qui est venu expliquer, décrire pour le compte des projets ce qui se passe. Ce sont les opérationnels eux-mêmes, les acteurs du processus qui l'ont décrit et qui l'ont amélioré eux-mêmes. Donc c'est un atout en termes de conduite du changement. Les personnes prennent conscience de tous les tenants et les aboutissants du processus et discutent ensemble de comment l'améliorer. Donc on est vraiment dans quelque chose de l'amélioration continue, peut être prise en main par les opérationnels eux-mêmes et non par une entité externe qui leur explique comment faire leur travail. On a vu aussi que ça s'adaptait finalement à toutes nos organisations. On aurait pu douter, est-ce qu'on est agile, pas agile, des granularités différentes. Finalement, cet outil s'adapte bien à tous nos contextes. Et progressivement automatisé depuis du fortement manuel à fortement automatisé. Et dernière qualité terrain aussi, c'est la résistance aux aléas. Je ne vous l'ai pas montré dans les transparents précédents, mais on peut ajuster le template au démarrage et même pendant l'exécution. Donc on n'est pas dans le classique workflow où si une transition n'est pas prévue, vous êtes obligé de tout arrêter, donc de sortir du workflow, de refaire, de redémarrer. Là, in situ, vous rajoutez, vous modifiez, vous supprimez les tâches en fonction de vos besoins, que ce soit conjoncturel ou structurel pour le reporter dans le template. Donc on est vraiment dans quelque chose où, encore une fois, les équipes sont capables de réagir sans avoir besoin d'experts techniques pour pouvoir agir dans l'outil parce qu'on est tombé dans une impasse. En termes de ROI, on a amélioré la fréquence de livraison par 2. Et le délai entre le moment où on lance le packaging et l'obtention de l'application en production a été divisé par 2. De la même manière, pour XL Deploy, l'amortissement s'est fait dans l'année. Nous avons des releases plus fiables. Et donc une remarque plus générale, finalement, on est dans un outil qui s'inscrit dans une démarche d'amélioration du pipeline. Au-delà de l'automatisation de l'orchestration, finalement, il nous aide à améliorer le pipeline, qu'il soit orchestré ou pas. On a des mesures objectives, le vrai délai, on a le délai perçu et le délai réel des tâches. Le processus est documenté et cette documentation est fiable puisque c'est ce qu'on exécute. Donc ce n'est pas la documentation qu'on n'a pas mis à jour depuis quelques mois, c'est bien le processus réel qui s'exécute et donc on fiabilise au fur et à mesure le processus en le faisant progresser. Nos tâches sont plus fluides et sont optimisées, on réorganise ensemble toutes ces exécutions. Donc finalement, il a un effet levier couplé aux autres solutions. Donc faire du XL Release tout seul à côté, ça n'a pas de sens, ça se fait dans une démarche vraiment globale de pipelinisation. On est dans des démarches d'automatisation, de changement de pratique, de culture du DevOps. Donc XL Release est un allié pour nous faire progresser aussi sur cet aspect-là. Voilà, alors là, les devs ont beaucoup parlé. Je vais passer la parole à mon collègue Ops de BPCE pour vous dire ce qu'il en pense. Bonjour à tous. Alors moi je suis le représentant du groupe ici au CRIP, en tout cas pour cette présentation du côté Ops, puisqu'on parle beaucoup de DevOps. Je suis Kamal Osaïd, architecte référent Automation, puisque c'est un mot qui a souvent été cité aujourd'hui. J'ai en charge un certain nombre de sujets autour du cloud, du DevOps, voilà. Bon. Alors, juste une précision d'abord sur ce qui a été donné comme information précédemment par Bruno notamment. C'est de dire que on s'est inscrit vraiment au départ dans cette logique, à la fois avec IBP
mais également avec Natixis qu'on a cité au début, puisqu'on est allé les interroger, nous, Ops, aussi pour aller voir tout simplement est-ce que une solution comme XL Deploy ou XL Release s'inscrivait bien dans un écosystème très complexe, et vous en avez parlé tout à l'heure chez Apicil. Probablement qu'on est aussi complexe que vous en termes d'écosystème, et donc il fallait vraiment s'inscrire dans une logique où l'outil ou la solution qui est choisie a la capacité à avoir une interopérabilité ou à s'interconnecter, s'interfacer avec toute une galaxie d'outils qui existent déjà dans le groupe. Voilà, donc après, sur le point de vue, sur la partie pipelineisation, clairement, on l'a représenté, en tout cas je l'ai représenté là sur le slide, d'abord dans une logique dev puis ops qu'on connaissait auparavant, et on essaye de basculer, en tout cas de faire basculer les équipes vers du DevOps. Voilà, puisqu'on était d'abord dans un schéma où on avait une tentation d'attendre que les autres s'améliorent. Bon voilà, j'attends que les devs s'améliorent, et puis de toute façon c'est la faute des devs, point de vue ops. Bien évidemment de l'autre côté c'est pareil. On avait vraiment, je pense, une vue subjective de ce que l'autre devait faire. Et c'est là aussi la force de l'outil de pipelineisation, en tout cas de ce qu'on a pu constater avec l'utilisation d'XL Release dans les différents pilotes. C'est qu'on s'est vraiment assis autour d'une table et on a vraiment vu ce que l'autre fait et comment on pourrait s'améliorer collectivement. C'est vraiment cette idée de recherche collective de solutions. Plutôt que de renvoi du ballon d'un côté ou de l'autre. Et on est vraiment allé dans une amélioration continue, collective. On n'est plus dans la dénonciation de c'est l'autre qui pose problème et puis j'attends que l'autre résolve d'abord son souci pour moi essayer d'améliorer les choses. Et ce qu'on s'est aperçu vraiment, c'est que un outil comme XL Release nous a permis d'avoir une vision vraiment claire de ma livraison depuis le début, depuis qu'elle a été initiée dans un outil. Alors on a cité Jira, mais il y en a d'autres. Hein. Depuis qu'elle est initiée à un moment donné par le business, par le représentant du business, qu'il est allé voir nos éditeurs, jusqu'à la mise en production. Et c'est là où le travail n'est pas fini. Hein. On le sait, on a beaucoup de travail, que ce soit chez les devs, mais aussi chez les ops, pour améliorer. Et c'est grâce probablement à cette vision-là qu'on a aujourd'hui du pipeline qu'on va pouvoir rechercher les moyens de s'améliorer pour améliorer collectivement nos livraisons. Voilà. Après, ce qu'on a souhaité mettre aussi, c'est quelques points de vue. Alors, c'est plutôt subjectif, hein, c'est pas très factuel, mais pour autant, je pense que ça a du sens. Ça a du sens. Voilà, on a recueilli quelques éléments qu'on a pu capter dans les différents ateliers qu'on a pu avoir entre IBP et BPCEIT. En quelques jours, avec l'équipe de Dev et Ops, nous avons décrit nos processus d'une trentaine de tâches. Ça aussi, effectivement, beaucoup de nos collègues n'avaient pas la vision du nombre de tâches qu'il pouvait y avoir dans une release. Et ça, c'est quelque chose qui a fait évoluer la mentalité par rapport à ça. J'ai une meilleure visibilité du travail des autres équipes. Là aussi, on essaye en tout cas de faire tomber tout doucement le mur d'incompréhension entre les devs et les ops. Des gains évidents sur les délais par le processus de fluidité. Là aussi, c'est subjectif, mais on en a parlé. Il y a aussi des éléments qui nous permettent d'aller plutôt dans le factuel. Et puis, on peut remplacer un collègue au pied levé. Ça, c'est un élément aussi qu'on rencontre beaucoup et que vous rencontrez probablement. C'est mon collègue n'est pas là, il est en vacances, il faudra attendre qu'il revienne parce que c'est lui le DBA Oracle ou c'est lui le DBA Postgre parce que lui, voilà, il sait tout et moi non. Voilà. Très rapidement, pour finir là-dessus, aujourd'hui, on accompagne IBP pour poursuivre cette pipelineisation. Donc, on va étendre le périmètre fonctionnel d'application, en tout cas des pilotes, pour essayer d'aller le plus loin possible jusqu'à la mise en production. Parce que sur certains pilotes, on n'a pas pu encore aller jusqu'en mise en production, sur d'autres, oui. Donc, il faut qu'on poursuive et qu'on démontre aussi notre capacité à améliorer les choses sur un certain nombre de sujets. Et puis, on attend aussi une décision d'acquisition du produit pour cette fin de trimestre 2017. Alors, pour l'instant, au titre de l'utilisation qu'IBP en fait, vous l'avez vu dans le premier schéma, tout au début, on a dans le groupe plusieurs clients d'importance.
autant qu'IPP, donc les caisses d'épargne aussi, représentées par ITCE, et pas que. Donc l'idée, c'est de s'inscrire dans de l'économie d'échelle pour essayer de faire un achat intelligent. Voilà. Merci. Bonjour, Guillaume Lemel, groupe ADECO. Lorsque vous avez mis en œuvre tout cela, quels ont été les impacts organisationnels entre les équipes justement de développement et Ops? C'est une question que j'ai envie de refiler à mes copains, mais je vais déjà répondre pour la partie Ops, parce que c'est toujours le principal enjeu. Alors ce qu'on a, en tout cas côté Ops, ce qu'on a pu démontrer au travers de ces pilotes-là, c'est qu'on a réussi à s'améliorer, même si aujourd'hui les organisations n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des organisations plutôt silotées, comme certains grands groupes peuvent le connaître. J'ai vu quelques grands groupes là. Donc on est encore en tout cas côté Ops, dans des silos. Pour autant, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'en embarquant les gens dans justement cette démarche-là, ça a été le premier step vers une amélioration. Ça ne suffit pas. J'entends la question et elle est clairement posée aujourd'hui. Mais voilà, côté Ops, en tout cas, voilà les réponses que je peux vous faire. Je vais compléter sur ce que j'ai pu observer. En fait, quand on a commencé ces initiatives, on était face à des acteurs qui avaient un petit peu peur sur leur métier, qu'est-ce qui va devenir. On est en train de remplacer les choses. Et finalement, ces personnes-là, au lieu de faire les gestes manuels eux-mêmes, ont construit l'automate. Les déploiements sont devenus plus sûrs et forcément ils sont bien faits puisque c'est selon les règles de l'exploitant qui l'a automatisé. Et même dans certains cas, a lâché le bouton puisque l'application, le déploiement était tellement sûr qu'il a dit sur cet environnement-là, j'ai plus de valeur ajoutée, je te laisse l'action. Donc le dev a cliqué à la place de l'Ops sur certains environnements. Alors c'est pas le cas de tous, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais on a vu ce changement-là, mais sans le forcer en fait. C'est-à-dire qu'on les a mis à contribution dans l'amélioration continue du pipeline, et c'est d'eux-mêmes, ils ont dit le bouton il est plus à moi. J'ai mis mes règles du jeu dans l'automate, donc désormais je te laisse la responsabilité de le déployer, puisque j'ai vu en plus que tu as fait les améliorations pour que le produit à déployer respecte les critères qualité pour que ça se passe bien. Donc on est vraiment dans une logique globale. Donc on n'a pas cassé les frontières. Par contre, il y a des rôles qui glissent en termes d'action, en fait, de déclenchement. Voilà ce qu'on a pu voir à ce stade, finalement un changement en rupture douce. Juste pour ceux qui sont organisés un peu comme nous, qui ont des infogéreurs, alors je pense à l'ASG ou d'autres, qui ont justement des structures d'Ops, ce qu'il faut savoir, c'est que alors, avec XL Release, on peut, et c'est le cas chez Orange qu'on a rencontré aussi, puisque j'ai rencontré aussi Orange pour leur poser ces questions-là, les mêmes questions que vous posez, c'est qu'aujourd'hui, un outil comme XL Release permet de poser ce qu'ils appellent, c'est du jargon de XL Release, mais des gates, c'est-à-dire qu'on peut vraiment garder le processus comme il était avant. Ce n'est pas le but, mais par contre, on peut imposer qu'un Ops vienne, c'est pas très intéressant pour faire du gain, mais on pourrait aller jusque-là. Ce qu'on essaye de faire, c'est justement de ne pas poser des guettes à tous les coins pour dire il faut la validation d'un tel ou la validation de l'autre. Voilà. Essayer de fluidifier les choses. C'est surtout ça la logique. On a le temps pour une seconde question. Vous avez bien compris la distinction, une seconde question. Bonjour, vous parliez d'Orange Futur Orange. Bonjour, Jean-Christophe Manceau. Donc effectivement, je comprends que vous avez déjà fait un bon pas, et nous aussi, avec des Jenkins pour automatiser, avec des Jira pour partager un certain nombre de choses entre les devs et les ops. Ma question, c'est à partir de quel moment vous pensez utile, une fois qu'on a ces premières batteries d'outils DevOps, voilà, les Mingle ou autres, à quel moment il faut passer à l'étape XL Release? C'est-à-dire, il y a des projets qui ont déjà ce socle avec des outils DevOps, il y en a d'autres qui sont passés à l'étape supérieure avec les XL Release, XL Deploy. À quel moment vous pensez utile qu'il faille passer à ce stade supérieur encore? Je dirais qu'il y a 3 conditions pour passer sur XL Release. D'une part, il faut un enjeu métier. Donc tous les domaines applicatifs ne sont pas éligibles aux mêmes besoins d'accélération des livraisons. Le deuxième point, il faut un certain niveau d'automatisation qui soit
consistant quand même, effectivement, si tout est manuel, ça ne prend pas forcément beaucoup d'intérêt. Et le troisième, c'est qu'il faut une appétence de l'équipe en question. Et donc, nous fonctionnons beaucoup par propagation virale et pour présentation des solutions. Nous sommes offreurs de solutions et nous attendons effectivement que les équipes en question, les responsables de ligne de développement, nous disent oui, votre produit m'intéresse et je suis prêt à y aller. Donc, trois conditions, effectivement, un enjeu métier, un certain degré d'automatisation et une véritable appétence des équipes qui mettent ça en œuvre, sachant que nous avons un modèle économique où, côté on va dire, outils et méthodes, nous finançons le projet dans sa partie construction de la solution et chaque équipe métier paye sa propre pipelinisation. Donc on a des gens motivés. Donc assez classiquement, on va surtout se concentrer sur tout ce qui est application front-end, donc pour nos applications bancaires en relation avec le client, Internet, mobile, sur lesquels effectivement les enjeux en matière de livraison sont nettement plus importants que ce qui est livraison sur l'aspect réglementaire. Bien, merci. Oui, c'est bon. Merci. Bien, mais nous allons remercier Renaud, Kamel et Bruno pour leur excellent exposé.